Mais c'est vrai, donc à 21 ans, j'intègre tout ça et je vais avoir une stratégie d'allié. Je ne vais pas combattre ça, je vais me dire, je vais aller chercher les femmes et les hommes qui, eux, ont la même vision que mon père, finalement, qui m'autorisent à être moi-même, qui me voient comme une personne. Et pas, voilà, moi, je suis au travail, je suis ni un homme ni une femme. Hein. Oui. Je suis juste une personne et qui me challenge, du coup. Parce qu'il y a peut-être ce côté, un peu parfois, les hommes, même il y a 30 ans, aujourd'hui, qui sont un peu paternalistes, qui se disent, ah, c'est une femme, il ne faut pas lui demander ci ou lui demander ça. Non, je vais aller chercher des hommes qui vont me demander, exiger, de la même façon que si j'étais un homme. Et je remercie ces hommes et je continue à les remercier. Ce sont des alliés, ce sont eux qui font bouger vraiment les lignes. Bonjour, ça va ? La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit « je reste dans l'entre-soi ». Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je veux des enfants ou pas ? L'intimité est exactement l'inverse du désir, puisqu'il faut de l'espace pour désirer. Mon destin d'homme a souvent été basé sur l'amour. Parfois, c'est compliqué, et pour l'un et pour l'autre. Sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes, des questions d'identité, de genre, de polarité masculine et féminine. Parler des idées reçues pour sortir des schémas binaires. Tendre vers des relations plus douces, plus justes et surtout plus vraies. Derrière mon micro, vous écouterez des anonymes, des personnalités et des experts. Nous allons démêler toutes les pelotes de laine du féminin masculin. Je suis Caroline Loisel. Soyez les bienvenus sur mon podcast, Sur l'oreiller. Sandrine Delage est une personnalité de la tech. Elle a commencé sa carrière dans les années 80 en tant qu'informaticienne. Elle œuvre depuis 2013 à rendre les métiers de la tech aussi attractifs pour les femmes que pour les hommes. Les chiffres ne mentent pas. Depuis quelques décennies, la représentation des femmes dans les métiers liés à l'informatique et au numérique est sur une pente descendante. Pourquoi ce différentiel ? Qu'est-ce qui nuit à l'image de la tech ? Comment la changer ? Et pourquoi est-il essentiel que la parité existe dans le secteur de la tech ? Sandrine ne manque ni d'idées, ni de concret. Nous pouvons agir dans notre quotidien en tant que RH, collaborateurs, collaboratrices, parents, chefs d'entreprise. Elle est cofondatrice du collectif Women and Girls in Tech. Elle mène tambour battant depuis bientôt 10 ans de multiples actions avec les entreprises, les associations, le salon Vivatech et bien d'autres acteurs encore. Un seul objectif, faire bouger les lignes. Vous êtes partant ? Bonjour Sandrine. Bonjour Caroline. On vient de se prendre un café juste avant et quand j'ai rencontré Sandrine ce matin, elle a partagé un post qu'elle vient de voir sur LinkedIn. Alors on va démarrer là-dessus parce que ça l'a un petit peu remué et moi aussi. Oui, tout à fait. Alors moi, j'essaie d'être toujours très positive le matin, mais là, vraiment, j'étais très énervée. Donc, merci d'avoir échangé avec moi. Alors, on va parler des métiers du numérique et du manque de femmes dans ces métiers parce qu'elles se sentent exclues de ces métiers. Et effectivement, beaucoup de métiers portent des noms anglais, ce qui ne facilite pas les choses. Et entre autres, je vais vous parler quand même d'un métier qui s'appelle pen tester. Donc, c'est une personne qui réalise des tests d'intrusion de cybersécurité pour voir si finalement on arrive à hacker ou pas, comme un hôpital par exemple. Donc un métier essentiel aujourd'hui. Un métier essentiel aujourd'hui, utile pour la société. Et là, le post que j'ai trouvé sur LinkedIn, c'est un post d'une entreprise qui cherche des pen testers, mais qui joue avec le terme pen tester qui en anglais veut dire penetration tester. Et donc du coup, on va avoir une image où on va retrouver Rocco Siffredi, qui est donc une personnalité très connue de la pornographie. Sur fond rouge. Sur fond rouge. Jeune, qui donc s'adresse à la population pour rejoindre cette entreprise sur ce métier avec « Si toi aussi tu aimes les tests de pénétration, rejoins la team de nos pen-testeurs ». Et ça, c'est fou parce que c'est même pas du sexisme ordinaire. On est dans du sexisme tout court. Et du coup, on comprend évidemment, on va en parler longuement, pourquoi les jeunes filles, leur entourage décourage les femmes d'aller dans ces métiers qui sont passionnants. Et juste pour la petite note positive, parce que j'ai envie qu'on commence avec un esprit positif, évidemment, l'émetteur de ce poste ne comprend pas le problème. Il a tout fait bien, c'est juste de l'humour mal compris.
Mais il y a beaucoup d'hommes, des femmes, mais aussi beaucoup d'hommes qui ont réagi en ne souhaitant pas du tout, justement, adhérer à cette vision sexisme du monde. Et ce soutien de ces alliés est essentiel. Donc, je les remercie parce que c'est eux qui font avancer vraiment la cause. Et c'est avec eux qu'on va réussir à casser ces stéréotypes qu'on trouve au détour d'un post LinkedIn. Donc, je ne pensais pas non plus avoir une photo liée à la pornographie sur LinkedIn pour parler des métiers de la tech. Donc voilà, on commence le sujet, on voit la difficulté de ce sujet. Une partie de la difficulté, parce que il y a un stéréotype, du coup, déjà sur le sujet, de façon générale. Moi, je pensais que de toute façon, de tout temps, les femmes n'ont jamais vraiment été dans la tech. A priori, c'est un stéréotype que je suis en train de formuler. Oui, complètement, parce qu'en fait, ce sont des femmes qui ont commencé ce milieu, ces métiers de la tech. Alors, juste pour citer Ada Lovelace, donc, qui est la fille de Lord Byron, donc 19e siècle, et qui a été la première personne au monde à coder. Donc, c'est une femme. Elle est d'ailleurs célébrée au mois d'octobre, bientôt. Il va y avoir le Ada Day international, la 2e semaine d'octobre. Une autre femme aussi improbable, c'est Hedy Lamarr. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je ne la connais pas. Parce que c'est une actrice américaine considérée comme la plus belle femme du monde. C'est dans les années 50. Et c'est elle, en fait, qui va poser les premières bases du Wi-Fi, de la géolocalisation et du Bluetooth qu'on utilise tous les jours. Donc, en fait, il y avait beaucoup de femmes au début de la tech. Il y en avait beaucoup quand j'ai commencé, moi, en tant qu'informaticienne. Il y a plus de 30 ans. Il y avait énormément de femmes. Mes 2 managers étaient des femmes. Et j'ai vu le nombre de femmes diminuer d'année en année. Et alors, c'est assez paradoxal, c'est que il y a 30 ans dans l'entreprise, le sexisme ordinaire, voire pas ordinaire, le sexisme tout court était complètement banalisé. Donc, en 30 ans, je vois les évolutions majeures pour l'égalité professionnelle des hommes et des femmes. Et en même temps, il y a de moins en moins de femmes dans les métiers du numérique. Et on le voit avec un sexisme, avec ce poste complètement autorisé d'une certaine façon. Et il faut penser que dans les pays où il n'y a pas d'égalité homme-femme, c'est là où on va trouver le plus de femmes dans la tech. Donc, par exemple, il n'y a que 10% en France de femmes dans les formations informatiques. Elles sont 45%, par exemple, en Inde ou en Amérique latine. Et rien que pour parler aussi des start-upeuses, qui sont des femmes de la tech, eh bien, elles sont 40% au Maroc et seulement 8% en France. Donc, ça paraît complètement contre-intuitif, ça aussi ? C'est complètement contre-intuitif. Alors, comment on explique que dans ces pays-là, il y ait beaucoup plus de femmes qu'en France ? Eh bien, déjà parce qu'ils ont compris que la croissance aujourd'hui économique est liée au digital. Première chose. Et donc, on a besoin tout simplement de main-d'œuvre. Donc, du coup, les parents, l'entourage, en fait, encourage les femmes à aller vers ces métiers, déjà pour aider leur famille, et surtout parce que ce n'est absolument pas un métier physique. C'est pareil fou, il n'y a pas du tout de problème. Et elles peuvent travailler de chez elles, donc du coup être protégées aussi chez elles. Et dans les pays d'Europe Occident, eh bien, on n'a pas cette image du tout de cette vision d'ouverture de ces métiers qui sont très bien rémunérés, qui sont passionnants. Et du coup, eh bien, il va y avoir beaucoup moins de femmes. Alors, un élément aussi majeur, c'est le changement lexical. Moi, quand j'ai commencé dans les métiers du numérique, j'ai développé, j'ai commencé comme développeuse, eh bien, on travaillait en salle machine. L'ordinateur individuel n'existait pas. Il est arrivé dans les foyers dans les années 90. Et c'est le jeune homme qui s'est installé nuit et jour devant l'ordinateur pour jouer à des jeux vidéo avec une console qui s'appelait la Game Boy. Voilà. Et c'est vrai qu'en s'appelant comme ça, même si on l'a complètement intégré, ce mot, il y avait quand même déjà une forme de genre qui était indiquée dans le jeu. C'est ça, et après ça s'est incrusté. Ceux qui produisaient des jouets, ils faisaient des jouets robots et ordinateurs pour les garçons dans le rayon bleu, et puis les filles continuant les poneys prunes. Donc en fait, les publicités ensuite s'en sont emparées. Donc pour vendre un ordinateur, forcément c'était un homme qui vendait l'ordinateur et qui présentait un ordinateur. Donc en fait, c'est cette culture, c'est marketing collectif, c'est ancré chez les femmes et chez les hommes, chez tout le monde en fait. Oui, c'est partagé parce que tu me citais une autre statistique versus l'ouverture des autres pays qu'on a cités, qui est ce chiffre de 41% des Français qui pensent que les femmes sont moins douées pour le numérique que les hommes. Quand on dit français, c'est français et française, donc c'est de manière générale. Et donc ça pose même une question assez terrible que j'entends.
Ça voudrait dire il y a un cerveau en fait féminin et un cerveau masculin, et que le cerveau féminin n'est pas adapté au monde du numérique. Ça va jusque là en fait, cette croyance que les femmes ne sont pas attirées même par ces métiers, que ça viendrait aussi d'elles. Alors que pour autant, toutes les études ont montré qu'il n'y a pas de différence notable entre un cerveau féminin et masculin. Je préfère le redire, je vous posterai les liens de ces études, parce qu'il y en a eu une à un moment donné qui a peut-être un peu dit ça, et ensuite plein d'autres chercheurs se sont mis sur le sujet en disant non mais pas du tout, voilà, c'est le même poids, c'est la même structure, ça fait la même chose en fait. C'est ça, et puis surtout, même quand ils ont commencé à étudier pour essayer de casser ce stéréotype, ils se sont rendus compte en fait nous avons tous un cerveau différent. En fait, il n'y a pas une question de genre, il n'y a pas, c'est notre expérience, notre contexte, le fait qu'on aime quelque chose, qu'on va le développer plus, c'est comme un sportif. En fait, nous avons tous un cerveau différent, nous sommes tous uniques en fait. Ça, c'est grâce à la neuroplasticité du cerveau. Et donc, c'est un neuromythe. Il n'y a pas de différence entre un cerveau féminin et un cerveau masculin. Ta bascule à toi, elle a eu lieu quand ? Quand est-ce que tu as pris conscience qu'il y avait ce côté un peu trop de différence entre les hommes et les femmes, et beaucoup trop de stéréotypes sur ces sujets qui empêchaient aujourd'hui d'avoir un secteur de la tech qui est en plus, comme tu disais, en croissance, où les hommes et les femmes se répartissent sur les différents métiers? Assez récemment en fait, en 2013, donc j'ai pas tout à fait 50 ans mais pas loin, donc c'est quand même, il m'a fallu presque 50 ans pour me faire réagir en me disant il faut agir. Alors évidemment, on va en parler, tout dépend de ton entourage, c'est clé. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a jamais dit quoi que ce soit de limitant parce que j'étais une fille ou un garçon. En fait, il se posait jamais dans ces questions-là, et lui, tout ce que je faisais à la limite, c'était bien, je n'avais qu'à choisir là où j'avais envie d'aller. Et puis quand je rentre dans le monde professionnel à 21 ans, c'est un choc. C'est un choc parce que c'est carrément du sexisme quotidien, quasiment. On sent tout de suite que les femmes ne sont pas à la première place, elles sont à la deuxième place, et elles sont là au service. Et ça, tu le ressens comment ? Tu le ressens dans les relations au travail ? C'est dans des réunions ? C'est dans quelle configuration que ça se passe ? Ça se passe dans les réunions, parce que quand vous arrivez, de toute façon, c'est toujours pareil, les hommes prennent le centre, mais ça, c'est aussi lié on parle beaucoup aussi des écoles primaires où, par exemple, les activités masculines, le foot, sont au centre et les activités féminines sont en périphérie, donc entre guillemets, donc jouer à la balle, à la marelle, l'élastique. Donc ça se ressent très physiquement dans l'enceinte de la réunion. Et puis on s'attend à ce que c'est vous qui proposez le café, c'est vous qui organisez les slides, c'est vous qui faites le compte-rendu. Donc vous êtes informaticienne avec les mêmes compétences que les autres, mais toute la partie logistique d'accueil, accueillir les personnes, etc., vont être dévolues aux femmes. Et ça, c'était il y a 35 ans. Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui ? Alors ça, oui. Ça, c'est un peu le sexisme ordinaire qui est un peu banalisé de chaque côté. C'est-à-dire que moi, à 21 ans, je trouve ça très bizarre, mais je me dis, c'est comme ça, il faut que je fasse avec. Et puis il y avait quand même le sexisme très clair, c'est les phrases, les blagues, des fois même des gestes déplacés quand vous passez entre deux bureaux, quand vous êtes dans l'ascenseur, quand vous êtes à la cantine, qui ont un tout petit... Enfin, les blagues, ça, en réunion toujours, il y a 30 ans, alors plus du tout maintenant. Mais de ce côté, oui, blagues et gestes déplacés, c'est toute la journée, en fait, dans l'entreprise. Et heureusement que j'ai vu que ça a bien évolué. Aujourd'hui, il y a plus du tout de sujet par rapport à ça. Mais c'est vrai, donc à 21 ans, j'intègre tout ça et je vais avoir une stratégie d'alliés. Je ne vais pas combattre ça, je vais me dire, je vais aller chercher les femmes et les hommes qui, eux, ont la même vision que mon père, finalement, qui m'autorisent à être moi-même, qui me voient comme une personne. Et pas, moi, je suis au travail, je suis ni un homme ni une femme. Oui. Je suis juste une personne. Et qui me challenge, du coup. Parce qu'il y a peut-être ce côté, un peu parfois, les hommes, même il y a 30 ans, aujourd'hui, qui sont un peu paternalistes, qui se disent, c'est une femme, il ne faut pas lui demander ci ou lui demander ça. Non, je vais aller chercher des hommes qui vont me demander, exiger, de la même façon que si j'étais un homme. Et je remercie ces hommes et je continue à les remercier. Ce sont des alliés, ce sont eux qui font bouger vraiment les lignes. Alors en 2013, tu entreprends plusieurs
actions, que ce soit avec ta fille, que ce soit au sein de ton entreprise BNP Paribas, que ce soit aussi un peu à l'extérieur avec le collectif dont tu vas nous parler. Tout ça se passe en 2013. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi ça se passe en 2013 ? Alors 2013, voilà, c'est le décès de mon père. Donc je crois que ça c'est quelque chose de très, très marquant. Je suis un peu encore émue. Et du coup, je me dis, c'est maintenant. C'est maintenant parce que ton père, il t'a tellement apporté ça en te disant c'est là le chemin que 2013, tu te dis quelque part c'est pour prolonger ce qu'il t'a apporté. Oui, tout à fait. Et lui rendre, alors je dirais peut-être pas honneur, mais lui rendre encore plus hommage et se dire c'est ça la direction. Il faudrait que les papas et les mamans, tu pourrais nous parler de ta maman aussi, portent les filles aussi bien que les garçons. Et inversement, vers tous les métiers possibles. Et Dieu sait qu'il y en a en plus dans la tech des métiers. C'est ça, tout à fait. 2013, il y a évidemment cet événement, mais en même temps, on en avait parlé, c'est une effervescence en termes de révolution digitale. C'est-à-dire qu'on a accès aux réseaux sociaux, on a accès à la connaissance. Enfin, moi, à l'époque, à 21 ans, il n'y a pas Wikipédia. Enfin, je veux dire, on n'a pas accès. Donc, il y a un bouillonnement vraiment de nouvelles technologies qui apparaissent. Donc, moi, quand même, qui suis informaticienne, je m'intéresse à ces sujets, que ce soit la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le big data, les objets connectés. Enfin, c'est une ouverture assez incroyable. Les réseaux sociaux s'activent. Et puis, moi, j'ai ce rapport conflictuel en même temps avec ma fille, qui, elle a à peu près... ça avait commencé un petit peu avant, mais qui n'allait plus à l'école parce qu'elle était tout le temps sur les réseaux et que je disais, moi en tant que maman, tu vas rater ta vie, c'est quoi les réseaux sociaux, ça sert à rien. Et elle avait quel âge là à peu près en 2013 en 2013, là c'est quand on crée le blog, mais c'est déjà bien avant, elle a 14, 15, 16... 17, c'est un peu le début en plus des réseaux sociaux. Et elle a arrêté l'école à ce moment-là. Quasiment. Oh, oui, ça a été. Il a fallu. Je ne vais pas rentrer dans tout, mais bon, les mamans qui ont des soucis pourront, je pense, ou des papas, parce que les papas aussi sur ces sujets. Mais en tout cas, la seule façon pour retrouver le lien avec ma fille, c'est d'être dans une posture inversée. Et de dire, mais pourquoi tu es sur ces réseaux ? Je ne comprends pas. Au lieu de fermer Internet, d'être hyper... c'est très violent quand même. Et là, elle m'apprend que, en fait, ces réseaux, c'est la communauté. C'est l'accès à la communauté. Accès à une tribu qui n'est pas là physiquement autour de vous, mais qui vous encourage, qui vous soutient. Et du coup, c'est une révélation vraiment pour moi. Et du coup, c'est grâce à ma fille que je fais mon premier post, d'ailleurs. Et du coup, je commence à ouvrir les murs. C'est-à-dire, je sors de mon bureau, je sors de mon entreprise, je peux discuter avec des gens de tout milieu, quelle que soit leur fonction, je sors même de la France. Et donc, c'est cette envie d'aller plus loin aussi et d'aller à des conférences, comme par exemple la Journée de la femme digitale, c'est en 2013. Et là, je me rends compte d'abord qu'il y a beaucoup d'hommes qui interviennent. Je veux citer Guy Mamoumani, par exemple, qui est président du Syntec numérique à ce moment-là, donc la fédération de toutes les entreprises numériques, et qui parle et qui donne des chiffres et qui donne une vision justement du manque de femmes dans la tech. Et là, tout devient en fait clair d'une certaine façon. J'ai les outils aussi pour me dire, oui, tout ce que je considérais comme pas normal, oui, c'est effectivement le cas. Et je peux faire des choses avec ces communautés. Donc là, à t'entendre, c'est comme si tu allais investir une nouvelle place. Oui. Est-ce que... T'en penses quoi, toi, des formations ou de ces phrases où on dit aux femmes « il faut oser » ? Voilà, ça c'est... Alors, ça a aidé, parce qu'en 2013, on disait il faut oser. Il m'a fallu encore des années pour comprendre. Alors que le oser m'a aidé, parce que du coup, à prendre ma place, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, je trouve que le oser, au contraire, il culpabilise les femmes. Et en plus, toute leur jeunesse, on leur dit fais attention. C'est vrai. Donc là, du coup, c'est un peu contre... C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, fais attention, parce que le monde, justement, et ça, je veux quand même le dire, le monde physique a été construit par des hommes, parce qu'il n'y avait que des hommes. Donc, quelque chose de très, très facile. Et vous avez des rues, des fois, qui finissent avec un angle droit. Vous passez sous un pont, qui sont sans vis-à-vis, qui sont extrêmement dangereux pour les femmes. Donc, les hommes qui les construisent ne se rendent pas du tout compte que ça peut être dangereux à ce moment-là. Et du coup, c'est bien le sujet. S'il n'y a pas assez de femmes dans la tech, il n'y a pas assez de femmes qui construisent notre vie digitale. Et on se retrouve encore avec des situations où les femmes vont être en difficulté. Donc vraiment, on leur dit fais attention toute leur vie. Et là, on leur dit oser.
Et en plus, quand elles vont arriver dans les entreprises, on a vu l'exemple du poste, on va se retrouver dans des environnements toxiques où elles vont partir, parce que finalement, celles qui arrivent dans ce monde-là, elles sont à peu près 50% à partir au bout de 8 ou 10 ans. Ah oui, même quand tu rentres dans la tech, au bout d'un moment, tu pars et tu vas où ? Ah bah tu changes de métier. Ah, tu changes de métier. Tu changes de métier. Donc du coup, en fait, le sujet, c'est là qu'a été mon déclic d'action, c'était de se dire, il ne faut pas dire oser aux femmes, il faut dire aux acteurs, aux entreprises. Donc moi, je suis partie d'une entreprise. Comment crée-t-on un environnement de confiance ? Comment nous, on agit pour leur dire « welcome ». On a bien compris que c'était compliqué, c'était difficile, mais on met en place des choses qui vous permettent d'être accueillis. Ce n'est pas à vous de faire l'effort, c'est à nous de faire l'effort. Et donc, ça change complètement la posture parce que du coup, ça donne plus de responsabilité aux acteurs qui agissent, mais c'est pareil pour le gouvernement, c'est pareil pour les écoles, c'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les associations. Et de leur dire, on va faire en sorte de vous aider pendant votre parcours professionnel pour que justement, vous ayez envie de rester et de vous développer dans ces métiers. Dans les hommes que tu as rencontrés dans ton parcours et aujourd'hui qui peuvent t'entourer dans les différents collectifs, on en parlera après de toutes tes actions, comment ils réagissent quand tu vas vers eux ? Est-ce qu'ils viennent d'eux-mêmes vers toi pour participer à acculturer de façon différente sur l'attrait de ces métiers ? Comment ça se passe ? Alors, il y a des hommes qui ont vraiment eu le déclic. On citait Guy Mamou-Mani. J'aime bien aussi parler de Frédéric Bardot, de l'association Simplon. On voit aussi Anthony Babkin dans Diversides. Donc, il y a des hommes qui se lèvent presque spontanément. Donc, ça serait intéressant d'ailleurs de les interviewer, comment ils ont eu ce déclic. Et puis, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas, en fait, parce qu'ils considèrent justement qu'ils n'ont pas de légitimité, ils n'ont pas vécu ce qu'ont vécu les femmes, ils ne sont pas de la tech. Donc, des fois, ils sont responsables des RH, ils sont responsables d'autres entités et ils se disent finalement c'est pas pour moi. Donc justement dans le welcome, nous en tant que femmes en tout cas et femmes de la tech, on doit aller les chercher pour qu'ils soient présents, pour que dans les tables rondes il y ait des hommes, parce que sinon c'est toujours on reste dans l'entre-soi. Et je peux citer l'anecdote en fait de mon responsable d'entité qui était Bertrand Ciseaux, directeur de la communication groupe. Et à chaque fois je lui dis mais viens aux conférences etc. Il me disait mais qu'est-ce que je vais dire ? Je lui dis je veux que tu donnes ton point de vue sur ce sujet. Et quand il prend la parole, il dit merci à Sandrine parce qu'elle m'a éduquée sur ces sujets, sachant que dans la communication, il y a beaucoup de femmes, donc je n'étais pas du tout au courant. Mais quand j'ai compris les enjeux, j'ai compris que j'avais aussi un rôle à jouer et je dois donner cette autorisation aux femmes et de leur dire welcome. Voilà, je viens pour vous dire ça. Donc nous aussi, femmes, on a un rôle et effectivement, quand on va aller chercher beaucoup d'hommes, et c'est encore ce qui fait du bien dans les commentaires du post dont on a parlé, c'est que beaucoup d'hommes, en fait, ont envie aussi de participer à cette cause qui est une cause sociétale. Alors, on a parlé des stéréotypes tout à l'heure. Si on parle maintenant de peut-être méconnaissance, une forme d'ignorance autour de la diversité des métiers, parce qu'il n'y a pas que développeurs, informaticiens. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et est-ce que ça aiderait à ce que les Français, parce que là on est sur le marché français, soient plus attirés vers ce secteur ? Oui, d'ailleurs pour les jeunes filles, pour leur orientation, mais aussi pour les collaboratrices qui sont en place dans les entreprises et qui peuvent demain se former au métier du numérique et rejoindre un métier et un poste dans leur entreprise. Parce qu'effectivement, il y a 80 à 90 métiers. Souvent, effectivement, ils ont des noms anglais, donc souvent ça donne encore une distance. Mais en fait, il y a beaucoup de métiers qui ne nécessitent pas du tout de connaissances mathématiques ou de background technique. Et il y a beaucoup de métiers qui s'adressent aussi aux littéraires, aux personnes qui ont fait des études de psychologie, de sociologie. Pourquoi ? Alors, je donne un métier qui est très recherché, qui s'appelle le User Experience Designer. Donc, c'est une personne qui fait les maquettes, en fait, des applications, de la cinématique, des applications au site web. Donc, c'est eux qui définissent, quand vous cliquez sur valider, qu'est-ce qui va se passer à la prochaine page. Et en fait, on est dans l'interaction homme-machine. Et le plus important, c'est pas connaître la machine, c'est connaître l'homme, en fait, comment il réagit. Et du coup, on a besoin de cet apport de personnes qui viennent d'autres domaines. Et la partie machine, on l'apprend après. Et je dis ça aussi pour les femmes qui veulent se reconvertir. Par exemple, quand vous êtes une spécialiste du crédit,
En fait, vous avez toutes les compétences pour travailler sur des applications liées justement au crédit, parce que vous connaissez le métier, et en plus, vous êtes capable de voir les biais qui seraient mis en place s'il n'y a pas assez de femmes dans les équipes de développement. Par exemple, si on applique bêtement ce qu'une machine learning, enfin une intelligence artificielle peut trouver comme données, comme données aujourd'hui, les femmes sont moins payées, et bêtement, elle pourrait proposer aux développeurs, il faudrait diminuer le montant du crédit parce que c'est une femme, parce que les femmes sont moins payées. Donc en fait, c'est l'intelligence tout court qui est vraiment le plus important. Et on a besoin de cette diversité de personnes qui connaissent différents métiers, de différents parcours. Et vraiment, il faut commencer par un métier. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'en fait, vous changez de métier tous les 2 ou 3 ans. Il y a de nouveaux métiers qui vont arriver que l'on ne connaît pas encore. Donc en fait, c'est le premier déclic. C'est la première étape qui est la plus dure. Mais après, vous trouverez aussi d'autres métiers. Donc, on a parlé des stéréotypes. Là, on a parlé d'une certaine méconnaissance des métiers. Donc, ça fait déjà des axes pour vulgariser et lever ces choses-là. On a aussi l'image du geek. Complètement. Qui entre en jeu. C'est ça, il faut absolument alors le casser. Alors pourquoi le geek, c'est quand même ce jeune homme, en général blanc, qui est super intelligent, autodidacte ou qui a fait 5 ans d'études, jeune. Et l'idée, c'est pas de remplacer en plus ce geek par la geekette, c'est-à-dire la jeune femme super intelligente, etc., etc. Et donc c'est pour ça que dans le collectif que j'anime, que ce soit en interne ou en externe de l'entreprise, vraiment c'est intéressant d'embarquer les associations qui apportent cette diversité de points de vue et qui permettent de s'imaginer, et finalement c'est les hommes et les femmes, quelle que soit votre situation, que vous ayez un background technique ou pas, que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous veniez de n'importe quelles origines culturelles ou économiques, il y a un métier pour vous. Alors justement, dans tout ce que tu as entrepris, il y a notamment un collectif que tu as monté au sein, en tous les cas avec l'accord de ton entreprise BNP Paribas. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire quelles sont les actions qui jusqu'à maintenant ont marché et celles qui n'ont pas marché ? Alors ça, c'est effectivement dans mon parcours individuel. Je le dis parce que dans la transfo, la transformation collective vient d'une transformation individuelle. C'est le chemin. Donc quand je me rends compte quand même en 2013 qu'il n'y a plus de femmes, je m'engage dans une association, Digital Ladies and Allies. Et après, je me dis, oui, c'est bien, mais comment avoir plus d'impact ? Donc en fait, à un événement de l'association, j'invite des personnes légitime et reconnue au sein de l'entreprise, qui est BNP Paribas, qui est mon entreprise, dont la directrice, la responsable de la diversité groupe. Et là, elle me dit, c'est génial, il faut qu'on fasse quelque chose au sein de l'entreprise. Déjà, donc on commence comme ça en 2019, avec toujours Simplon d'ailleurs, Digital Ladies and Allies. On fait des ateliers de code pour les collaboratrices qui viennent avec une jeune fille de leur entourage. Et on apprend à coder. On apprend à coder ensemble. Donc, la nièce, la fille de sa collègue, etc., etc. Et on en profite aussi pour montrer justement les parcours internes pour les collaboratrices et les parcours de formation pour les jeunes filles. Alors, ce qui est très marrant, c'est que les collaboratrices viennent pour leur fille ou pour leur nièce. Elles viennent pas pour elles. Et finalement, en venant pour une autre génération, elle découvre d'abord que c'est ludique, que c'est super sympa. Reste aussi. Et elle reste aussi. Et ce qui fait qu'on a des parcours aujourd'hui, 2019, de femmes qui travaillaient dans une agence bancaire, qui sont devenues aujourd'hui data analystes, par exemple, et qui se sont dit, oui, c'est pour moi. Donc on a commencé comme ça, donc ce petit collectif interne, mais toujours avec les associations, et on a fait, en fait, il a grandi sous 2 formes, un collectif vraiment externe, avec Simplon, donc Digital Ladies and Allies et puis Bicomtech, et avec un partenariat avec Vivatech qui nous a permis en fait de développer une chasse au trésor sur le sujet avec d'autres entreprises comme La Poste, Orange, etc. Parce que les événements sont clés, ce sont des leviers de transformation. Donc ça, c'était sur Vivatech là. Là, c'était on l'a fait en 2021, mais surtout en 2022. Et en 2022, avec une nouveauté aussi, c'est qu'on voulait qu'il y ait des corners RH. C'est-à-dire, on démystifie, on explique, mais rien ne vaut la relation facile avec le manager métier IT qui recherche quelqu'un, avec les responsables RH, et de pouvoir déposer son CV. Donc ça, c'est vraiment passer à l'action, et c'est ce qu'on veut développer encore plus.
Et puis en interne, on a continué parce que en fait, c'est un peu notre laboratoire. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés parmi les RH, parmi les IT, parmi les managers, parmi la fondation, parmi les équipes RSE et engagement. Mais en fait, c'est assez difficile, ce sujet. Il y a plein de grains de sable. Donc du coup, on a un petit comité bienveillant pour parler de nos difficultés. Et on a décidé d'une action commune. Donc là, c'était que différentes entités puissent financer une enveloppe qui sera à destination des associations dédiées à la mixité dans les métiers du numérique, que l'on va accompagner sur 3 ans. Alors, on va privilégier peu d'associations parce que l'idée, c'est d'avoir aussi des collaborateurs qui les suivent, des personnes RH qui les suivent, des personnes IT qui les suivent, pour faciliter l'atterrissage des bénéficiaires vers l'emploi. C'est-à-dire que là, l'enveloppe pour les associations, c'est vraiment dans un objectif de transformation concrète vers l'emploi. Et du coup, je fais un appel à d'autres entreprises, parce que bon, on a un montant, c'est toujours un montant limité, ça sera toujours un nombre d'associations limité. Mais si l'année prochaine à Vivatech, on pouvait dire BNP Paribas là, va donner 1,1 million d'euros sur 3 ans. Mais si on pouvait dire, mais il y a aussi telle entreprise qui donne aussi ce montant, telle entreprise qui donne ce montant, et qu'on arrive déjà à se dire à Vivatech, on a 10 millions d'euros pour les associations, c'est là où l'effet de comment on passe à l'échelle, comment on embarque et comment on a le plus d'impact. Voilà. Donc on commence et puis on va tester pour te dire ce qui ne marche pas, et les problèmes auxquels on a été confrontés pour aussi les partager. Quels sont les BU qui se sont engagés dans le collectif là dont tu parles ? Alors, tu as eu l'IT forcément. Ah bah oui, là, donc en fait on a eu 3 principales qui portent et qui ont déjà une filière qui soit France et internationale, parce que c'est pas que des associations françaises, mais aujourd'hui c'est vraiment la fondation, l'IT groupe dans son ensemble, mais qui embarque tous les métiers, qui embarque Cardiff, qui embarque Personal Finance par exemple, qui embarque CIB, et puis la partie engagement, communication groupe, mais qui représente ces différents métiers. Et dans la première action dont tu parlais, qui était les ateliers de code, les hommes étaient aussi invités à venir avec leurs filles, leurs nièces. Alors, on a inversé les ratios. On s'est dit qu'on voulait avoir 20% seulement. Alors, c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire que dédié aux femmes. Mais on s'est dit que cette fois-ci, ça serait plutôt 20% pour les hommes et 80% pour les femmes. Alors, il y a des hommes qui sont venus, mais ce qui était marrant, c'était aussi d'avoir des hommes qui avaient des filles, des collaborateurs qui avaient des filles. Ou des collaboratrices qui n'avaient que des garçons. Et en fait, les collaboratrices se sont échangés leurs filles. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une collaboratrice qui est venue avec la fille de son collègue, par exemple. Okay. Et donc ils se sont entendus, mais ils avaient bien cette idée que c'était quand même toujours pareil, qu'il y ait quand même 100% de jeunes filles et potentiellement 20% de collaborateurs qui participent. Tu as aussi monté un blog avec ta fille, il y a quelques années. Oui. Quelle était la mission de ce blog et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, cette mission ? On est toujours en 2013 et dans cette idée de qu'est-ce que je peux faire à titre individuel, parce que je me voyais pas encore monter tout ce que je t'ai parlé, c'était d'écrire en fait, puisque la révolution digitale, c'était j'ai accès, je suis personne, mais je peux écrire un blog, je peux faire des photos, je peux faire des vidéos. Donc en fait, ça a été dans une partie de réconciliation, de lien avec ma fille, c'était d'écrire à 4 mains, parce qu'elle avait un point de vue très différent de moi, en fait, sur les réseaux sociaux, très différent de moi sur la big data. Et du coup, j'ai beaucoup appris avec elle, et elle aussi. Donc je fais je le partage, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas qu'elle avait des compétences professionnelles. Elle ne savait pas que sa connaissance de ce qu'était une communauté, de ce qu'était une tribu, comment tu l'actives, était une compétence reconnue et utile. Et donc, ça lui a donné confiance sur son parcours professionnel, parce qu'en plus, elle est extrêmement littéraire. Elle a commencé par des études près de philo. Et en dernière année, elle a fait des études de marketing digital et aujourd'hui, elle travaille dans une start-up. Donc voilà, on voulait partager ce chemin croisé avec des profils très différents. Et alors aujourd'hui, elle est dans le monde professionnel. Alors, elle c'est un tout petit peu retiré du blog au sens où elle ne veut pas être visible parce qu'elle ne veut pas, que le levier, entre guillemets, du clan de sa maman
interfère sur son évolution professionnelle. Et sur sa tribu à elle, qu'elle est en train de se constituer avec sa personnalité. Et l'idée, c'était pas justement... c'était un couple qui peut après déranger quand on veut se développer soi-même. Et je ne peux être que d'accord avec son approche. Si tu n'avais pas été informaticienne, tu aurais fait quel métier ? C'est une très bonne question parce qu'en fait, alors je reviens à mon père, mais il était photographe. Alors photographe, il y a une dimension très créative, très technique. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, là ça s'explique pas, j'ai toujours été attirée par l'informatique parce que c'est très artisanal d'abord. En fait, on construit une application, on ne construit pas. C'est toujours très personnalisé, ça change à chaque fois. Et c'est concret. C'est très concret, c'est très créatif et c'est très technique aussi. Mais c'est la technique au service de la créativité. Donc, est-ce qu'il y aurait eu un autre métier ? Peut-être, mais il m'aurait toujours fallu ces deux dimensions-là, en fait. Quand on dit technique, rien que le mot... Oui, c'est vrai. J'ai plein d'images de complexité, moi, qui me viennent. Comment tu pourrais nous détendre sur le sujet ? Qu'est-ce que c'est que technique, en fait ? Parce que tu as parlé du mot artisan. En plus, ça me touche. Moi, mon père était artisan, commerçant. Donc, qu'est-ce que tu as retrouvé d'artisanal dans la technique pour que, du coup, ça puisse nous aider à changer d'image sur la technique ? Alors, c'est vrai que pour moi, technique, c'est juste que c'est concret. Ok. Bon, je vais dire, une table, elle est technique en soi. Enfin, une chaise, tout ce qui est un objet. Pour moi, c'est important que ça se matérialise par un objet. Voilà. Donc, ça passe par une technique, forcément. Du bois, ça. Et alors, c'est intéressant que tu poses la question parce qu'en fait, pour moi, la technique, moi, j'ai commencé par développer. En fait, c'est un langage. Si on parle que du code, c'est un langage. Et en plus, c'est une femme qui a proposé un langage qui était le plus naturel possible. Parce que souvent, on associe technique et informatique avec un code, je ne sais pas si tu vois, 0-1 qui défile. Ça, c'est le langage binaire de l'ordinateur. Bon, il y en a qui connaissent ce langage, mais on l'utilise plus depuis des années. Et donc, il y a une femme, c'est Grace Hopper, justement, dans les années 50. Elle a créé le premier langage, c'était le COBOL. Le COBOL avec un langage naturel, if, then, else. Oh, ça me rappelle des vieux souvenirs. Et en fait, c'est peut-être un peu réducteur, mais je le fais exprès, c'est un peu caricatural, mais en fait, c'est de la logique. Donc, l'algorithme, ce n'est qu'une suite d'opérations if, donc c'est si, then, else. Quand et... Voilà, je te le fais en français, ça pourrait être if, si il pleut, then, je prends un parapluie, else, autrement, je mets des tongs. Ok. Donc, pour toi, la technique, c'est de la matière déjà ? C'est de la matière. C'est de la matière et c'est un langage ? Alors après, c'est bien sûr, il y a plein d'autres choses. On a les objets connectés. Enfin, c'est tous les outils, les objets qui normalement, quand même, te facilitent la vie. Moi, le meilleur exemple que j'adore sur, on va dire, même Internet ou le web, c'est Wikipédia, par exemple. Pour moi, la différence dans les années, justement, 2010, c'est qu'avant, on n'avait pas accès à la connaissance. On devait aller à la bibliothèque, qui était à 1h30 de chez soi, pour pouvoir emprunter un bouquin, si vous n'aviez que 15 jours. Ou alors, pour ceux qui achetaient, tu sais, des encyclopédies qui étaient très chères et qui étaient obsolètes tout de suite, pour moi, la différence, et ce que je veux garder du numérique, c'est Wikipédia, c'est-à-dire l'accès à la connaissance pour tous, qui n'est pas un monde d'experts et d'élites, mais de personnes qui vont, avec l'intelligence collective, créer la meilleure information possible. Et c'est ça que j'ai envie de retenir du monde du numérique. Et en quoi la technique est créative ? Alors, elle est créative. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est ce que j'ai dit, elle est totalement personnalisée à l'humain. Et que tout ce que tu vas construire, elle est pour une personne. Elle n'est pas dans l'absolu. Tu vas construire quelque chose qui va être adapté aux personnes handicapées, par exemple. Tu vas construire quelque chose qui est adapté presque là, par exemple, pour le changement de la transition écologique. On va devoir trouver, c'est l'innovation en fait. On va toujours devoir trouver des idées, des innovations face au monde qui change tous les jours. Et j'espère bien que la tech, parce que la tech, c'est pas, ça peut être utilisé pour le pire, mais la tech peut être utilisée pour le meilleur, et c'est aussi un levier et une solution, pas que bien sûr, face aux défis qui sont devant nous et pour les générations futures. Est-ce que tu as un message à faire passer aux parents qui ont des garçons et des filles sur
La façon de leur ouvrir des pistes d'exploration qui ne soient pas genrées. Alors, c'est une question qu'une maman m'a posée sur mon blog. Donc, j'ai répondu avec un article sur comment les parents pouvaient accompagner leurs enfants. Et tu as raison, les garçons et les filles. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément d'initiatives partout, à côté de chez vous, en région, qui sont gratuites, avec des ateliers de code, donc on a cité. Il y a beaucoup d'idées, de propositions pour vraiment découvrir ensemble avec ses enfants. Donc je vous invite, alors je peux pas redonner là d'aller peut-être sur mon blog, mais j'ai un article avec une liste d'une centaine d'activités que les parents peuvent se saisir pour accompagner leurs enfants. Sachant que les parents ont bien conscience que le numérique, c'est quand même le levier d'avenir. Ils ont bien conscience que ce sont des métiers d'avenir. Mais dès qu'il s'agit après de parler à leurs filles ou à leurs garçons, ça va être... tous les stéréotypes agissent malheureusement. Les neuromythes dont on a parlé et l'image du geek qui doit forcément faire bac plus 5 et être blanc parce que sinon ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas adressée que tu aurais souhaité que je te pose ? Non, je crois qu'on a fait vraiment le tour des questions. Moi, pour vraiment terminer, je crois qu'il faut garder ce message, c'est du welcome. Nous sommes tous d'abord différents. Le welcome, il s'adresse à tous et à toutes. Il y a vraiment une inégalité aujourd'hui pour les femmes. Et dans tout ce que l'on doit faire, de toute façon, sur ces sujets, c'est vraiment avec cette posture. Comment je change, moi, mon regard ? Qu'est-ce que je peux faire dans mon contexte ? Et vraiment accueillir cette diversité. Oui, puis c'est à la fois à titre individuel, parce que chaque fille, chaque femme en soi peut changer les choses, chaque homme aussi, bien sûr, mais c'est aussi à titre collectif. C'est une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à évoluer dans un monde qui va être de plus en plus numérique, où seulement... T'as dit quoi ? 10% ? Ils sont 15% dans les 15%. Métiers les plus techniques et 10% encore, si on commence à regarder la cybersécurité, le blockchain et l'intelligence artificielle. Et donc ça veut dire que demain, ces sujets ne seront pas adaptés à la junte féminine et à l'ensemble des personnes, puisqu'il n'y aura pas diversité des équipes. Merci Caroline pour ce moment avec toi. Merci Sandrine. J'ai un petit cadeau à te faire avant de partir. Voilà, wow. C'est pour toi. Je te laisse l'ouvrir, tu nous dis ce que c'est. Tintin, il faut que je... Ouverture. Alors, faut dire, j'ai le micro d'une main. Voilà, donc on va le... Est-ce que tu l'as, ce livre ? Non, je n'ai pas ce livre. C'est une BD, donc c'est l'origine du monde qui, tu vas le découvrir, parle effectivement de l'origine du monde qui est notre... aspect biologique. Et moi, ce que j'ai découvert dans cette BD, qui est vraiment très très bien faite, c'est que je constate encore une nouvelle fois que l'histoire de l'égalité homme-femme, de la perception et des hommes et des femmes, n'est qu'une série de montagnes russes, même si la Russie, c'est pas un super sujet en ce moment, mais l'expression est toujours valide, et qu'en fait, on est sur une forme d'aller-retour à chaque fois, à travers les siècles. Il y a eu des moments où on a représenté l'origine du monde de telle façon et c'était beaucoup plus proche de la réalité. Ensuite, on a gommé certains aspects et ensuite, on y est revenu. Et on se rend compte dans ce livre que la culture a un énorme impact sur le côté physiologique de l'être masculin et l'être féminin. Ce qui est, a priori, on dirait, non, tu vois, il ne devrait pas y avoir de débat sur la représentation de ce qu'on est, biologiquement parlant. Et à travers ce livre, qui a été écrit donc par Liv Strömquist, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est une bande dessinée, on a vraiment, encore une fois, tu vois, accès à des informations qui jusqu'à maintenant n'étaient pas divulguées. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est BD, tout ce qui est visualisation. D'ailleurs, on a créé, dans le cadre du collectif, une exposition avec des sketch notes, des portraits, justement, dessinés de Hedy Lamarr, Ada Lovelace, Grace Hopper, et de femmes aussi d'aujourd'hui qui agissent. Donc, c'est vraiment un moyen, justement... merci beaucoup, Caroline. J'ai visé juste. Parce que, oui, c'est un moyen vraiment très pédagogique. Oui. Et puis que les parents, les enfants et les jeunes peuvent
lire à tout âge. Exactement. On peut les retrouver, les sketch notes dont tu parles, sur Internet? Je pourrais poster le lien. Oui, ils sont, puisqu'on a un site qui s'appelle woogie.tech, où on retrouve justement ces portraits. Parfait. Je les relayerai dans le descriptif du podcast. Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.